accueillir le professeur Robert Charvin cet après-midi sur l'évolution du droit international. Donc Robert Charvin est un juriste éminent, spécialiste du droit international, et donc qui va nous parler pendant une quarantaine de minutes de cette évolution du droit international qui intéresse particulièrement notre parti, puisque de par notre positionnement politique, nous sommes confrontés à cette évolution du droit international qui ne va pas dans le bon sens. Donc, je vais laisser Robert Charvin entamer sa présentation pendant une quarantaine de minutes. Peut-être une auto-présentation, tout d'abord, rapidement. Bon, j'ai enseigné le droit international et les relations internationales et d'autres disciplines de sciences politiques et de droit pendant 43 ans. Je suis professeur émérite, comme les vieux maréchaux d'Empire qui n'ont plus aucun pouvoir sur l'attribution. Je ne pourrais pas évidemment vous faire un cours de droit international qui serait insupportable, mais je vais essayer de situer un peu les problèmes de droit, les problèmes de régulation de la société internationale dans le cadre de l'évolution de ces relations internationales qui, moi, me paraissent très préoccupantes. Même si je ne suis pas un prophète du style Attali qui annonce déjà la guerre, d'après ce que j'ai lu de lui. Je ne suis pas un ayatollah, donc je ne peux pas enseigner la vérité. Les quelques éléments de connaissance que j'ai des problèmes, ce sont des éléments théoriques, mais aussi pratiques, parce que je suis responsable depuis très longtemps d'ONG diverses, c'est-à-dire d'organisations non gouvernementales qui avaient le statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. J'étais longtemps au secrétariat international de l'Association internationale des juristes démocrates, qui est une vieille ONG qui est née à la Libération. Puis je suis aujourd'hui coordinateur d'une ONG qui est beaucoup moins connue évidemment, qui s'appelle Nord-Sud 21, mais les deux termes indiquent un petit peu leur système. On a essayé de créer une organisation où aucun problème n'est examiné sans le double regard de quelqu'un du Nord et de quelqu'un du Sud. Et vous avez une petite publication qui est là, qui est notre revue, qui est à votre disposition pour certains d'entre vous, je n'en ai apporté que quelques-unes, mais évidemment, mais qui indique un petit peu notre orientation. Et donc j'ai été chargé d'un certain nombre de missions de terrain qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont surtout appris aussi que les médias occidentaux, lorsqu'ils parlent de ces problèmes, disent n'importe quoi. J'étais par exemple une des dernières missions en Côte d'Ivoire au moment de la chute du président Gbagbo, dans les derniers jours, pendant 2 mois et demi. Et j'ai fait 2 retours en France pendant cette période. Et lorsque je consultais les journaux français par rapport à ce que j'avais vécu sur le terrain, j'avais le sentiment d'être dans une autre planète. Et la suite d'ailleurs, avec l'intervention de l'armée française, se débarrassant d'un président qui pourtant avait cédé pour l'essentiel, ce qu'il m'a dit lui-même, aux demandes et aux pressions françaises, atteste que la France-Afrique notamment est loin d'être morte, contrairement à ce qui a été raconté. Donc je veux m'accorder, si vous voulez bien, un certain nombre de minutes, parce qu'il me semble que sur des questions aussi larges, qui sera une sorte de panoramique de la société internationale et de ses modes de régulation, il faut quand même prendre un certain temps, me semble-t-il. On peut évidemment vous dire tout en 2 minutes ou en 2 heures ou en 10 ans, mais il me semble que 40 minutes c'est à peu près équilibré, même si peut-être je ne serai pas tout à fait exact avec mon programme. Bon, le droit international, c'est un outil de régulation de la société internationale, d'abord et avant tout entre les États, mais aussi avec les relations avec les organisations internationales, du style Nations Unies, du style OMS, du style OMC, du style Banque mondiale, etc., etc. Ce qui est frappant pour moi, je suis aussi un militant politique depuis un demi-siècle à peu près, c'est l'indifférence quasi totale, non seulement des médias qui n'en parlent très rarement, mais des partis politiques, y compris le mien. C'est exceptionnel qu'un homme politique, qu'un militant de quelque niveau que ce soit, fasse référence aux règles du droit international. C'est tout à fait exceptionnel, et quand il le fait en général, c'est parce que, opportunément, une norme satisfait aux intérêts qu'il veut défendre. Sans ça, c'est le silence total, comme actuellement à propos des mouvements migratoires et des problèmes de réfugiés. La Convention des réfugiés de Genève de 1952 est citée vraiment
de temps en temps, comme si ça n'avait vraiment aucune importance, et comme si les États, finalement, en étaient totalement libérés, et que l'on faisait référence à cela de temps en temps pour s'amuser, ou presque pour montrer que peut-être on ne peut pas quand même faire tout à fait n'importe quoi. Or, les violations de ce droit international, c'est la règle. Bon, c'est vrai que tous les droits sont violés systématiquement depuis le Code général des impôts jusqu'au Code du travail, hein, mais en passant par la Constitution et par le droit international, ce n'est pas caractéristique, mais tout de même, l'indifférence et la violation du droit international, c'est vraiment la quasi-règle du jeu. La violation parfois passe par des interprétations de très grande mauvaise foi, on va en donner quelques illustrations, mais en général, ce droit international, on a le sentiment, quand on est universitaire, notamment et qu'on l'enseigne, c'est vraiment fait pour les jeux de salon, pour les clubs de réflexion, enfermés sur eux-mêmes, et que ça n'a aucune importance au niveau des réalités concrètes et des luttes politiques réelles qui se réalisent sur le terrain de la planète. Alors, ça me semble quand même être un problème parce que le droit international, le plus classique qui soit, dont le noyau dur, c'est la Charte des Nations Unies, est quand même une arme pour la paix, d'abord, pour le maintien de la paix, et une arme pour un certain progrès des relations internationales, voire même du développement. Or, ça ne pourrait être une véritable arme que s'il y a appropriation de ces normes juridiques, de ce droit, par les forces politiques, par les partis politiques, par les États, évidemment, quand au moins ils le connaissent. Et comme dit mon ami Roland Veil, dans une plaquette qu'il a éditée, il faut sortir ce droit international du placard. Pour le moment, il est dans le placard universitaire, dans le placard des théoriciens qui publient dans les grandes maisons d'édition juridique, que personne ne lit en dehors des juristes. D'ailleurs, c'est une référence assez étonnante qui m'a toujours stupéfié, c'est que les bouquins de droit n'ont en référence de bas de page exclusivement d'autres juristes qui se citent réciproquement les uns les autres. Il n'y a jamais un sociologue, un philosophe ou un historien qui soit cité par un juriste. Les juristes vivent dans un petit monde, peut-être parce que ce sont finalement les seuls intellectuels de marché, capables de se vendre au marché avec une certaine rentabilité, et qu'en conséquence, ils n'ont aucun intérêt à consulter les sociologues, les économistes et autres. Encore, les économistes sont une deuxième catégorie d'intellectuels de marché, et d'intellectuels de cours. Mais effectivement, un professeur de droit qui débute sa carrière n'a qu'un rêve, la grande consultation avec une grande firme qui lui permettra de changer de catégorie sociale. Parce qu'effectivement, une consultation internationale, c'est une chose importante. Si Total vient me voir, je m'achète une Maserati. Moi, j'ai une Opel Corsa, c'est tout ce que je peux m'offrir. Alors, ce qui est intéressant à propos de cette idée d'appropriation du droit international comme arme de combat, comme arme politique, c'est l'effort actuel. J'ai été moi-même étonné du Fatah, des autorités palestiniennes qui tentent d'utiliser ce terrain. J'étais à Alger il y a 2 mois, une conférence sur la Palestine où il y avait tous les ambassadeurs palestiniens présents, les Nations Unies. Et la grande idée qui semblait vouloir faire avancer auprès de nous, auprès des juristes qui étaient présents, c'était l'idée qu'on va tenter le terrain du droit pour faire avancer nos revendications. Il n'y a pas beaucoup d'États, pas beaucoup d'autorités politiques internationales qui avancent sur ce terrain, mais et Abbas a confirmé cela au Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies la semaine dernière, en disant 70 ans, ça dure depuis 70 ans, maintenant il faut changer ça. Il a appelé l'ONU à faire quelque chose de concret pour la cause palestinienne, pour la reconnaissance de ce deuxième État. Il a appelé les parlements et les gouvernements européens qui ont plus ou moins déjà pris position de principe sans aller au-delà, c'est-à-dire la France, par exemple, qui a voté au Parlement la reconnaissance de l'État, mais pas le gouvernement, comme si c'était un drame historique de reconnaître l'autorité palestinienne comme un État. Ils font appel, ils ont saisi la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité réalisés par les Israéliens, et donc ils jouent le jeu, ils jouent la carte juridique. C'est un cas relativement rare dans la société internationale de pour le souligner. Alors je voudrais tout d'abord commencer par un petit panoramique de l'histoire du droit international, l'histoire de l'évolution des relations internationales, en rappelant tout de même que depuis le XVIe siècle, pratiquement, l'Europe emmerdait le monde entier sans interruption, en exerçant une hégémonie totale ou presque
jusqu'au pratiquement au milieu du XXe siècle. Souvenons-nous de toutes les conquêtes portugaises, espagnoles, puis anglaises, françaises, etc., qui ont construit des empires coloniaux dont l'apogée était le 19e et le début du 20e. Et le droit international de l'époque ne concernait pas tous ces peuples périphériques, mais ne concernait que les relations entre États, à l'époque qu'on appelait civilisés, les États chrétiens, en gros, de l'Europe, les États-Unis n'étaient pas encore là. Pour le reste, aucune règle de droit international ne les concernait. On peut citer la règle que les terres non européennes étaient des terres sans maître, comme on disait à l'époque, et donc on pouvait y faire tout ce qu'on voulait, les occuper, les conquérir, les contrôler, les exploiter, etc., etc. Et on voit donc très bien déjà que dès le départ, le droit international est un produit occidental visant à servir les intérêts des Occidentaux, c'est-à-dire d'abord de l'Europe, puis ultérieurement du jeune État américain. Et la souveraineté, qui a été tout de suite reconnue comme un principe très important, c'est-à-dire l'indépendance nationale, ne concernait que les États déjà installés, les États européens. Pour le reste, il n'y avait pas de souveraineté, il n'y avait rien. C'était des territoires sans maître, on y allait et on imposait nos règles. La souveraineté, c'était une sorte de règle du jeu pour aménager les rapports entre États déjà bien installés, bien organisés depuis longtemps. Est survenue la Première Guerre mondiale, qui a été une belle autodestruction, une belle opération d'autodestruction des États européens, qui a eu tout de même le mérite de donner naissance à la Société des Nations, une petite structure où n'étaient pas membres ni les États-Unis qui n'ont pas voulu y aller, ni l'Union soviétique qui n'a pas été admise. Et cette SDN avait quand même pour premier objectif le maintien de la paix, avec une tentative de mise en place d'un mécanisme permettant d'interdire la guerre. Ça, on a vu grand-chose, puisque l'Allemagne a été sanctionnée et a voulu supprimer ces sanctions, ce qui a donné naissance finalement au Troisième Reich. Les États-Unis et l'URSS sont arrivés très tard à la SDN, et la SDN a explosé avec la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre a été plus sérieuse au niveau de ses conséquences, puisque l'ONU en est née. Et aujourd'hui, on peut dire que la Charte des Nations Unies, c'est le noyau dur du droit international, avec des principes comme l'égale souveraineté des États, qui est un principe toujours révolutionnaire, je crois, parce qu'il est loin d'être effectif. L'interdiction du recours à la force armée. On retire aux États, dans la Charte des Nations Unies, la capacité de faire la guerre. Le recours à la force armée est exclusivement le fait des Nations Unies, en droit. Le principe de la paix donc, est assuré par un système de sécurité collective. C'est fini, théoriquement, le principe de la sécurité individuelle par l'armement, le surarmement ou des alliances militaires limitées. C'est le Conseil de sécurité qui assure cette sécurité collective. Et la Charte des Nations Unies ajoute que la paix est assurée par la politique de développement et la politique de coopération, et que tout doit être fait pour assurer cette paix et ce développement, et notamment la conciliation, la médiation, la négociation. Et si elles échouent, alors il y a recours précisément à des mécanismes de sécurité collective avec la force armée des Nations Unies. Et il est prévu, un article qui n'a jamais été respecté, qui n'a jamais été mis en place, il est prévu un comité d'état-major, je crois que c'est assez important, merci, qui prévoit qu'il y ait une véritable armée des Nations Unies. Non pas des contingents piqués ici ou là, en général chez les pays pauvres, pour constituer des forces d'intervention sous l'égide du drapeau des Nations Unies, mais une véritable force de police internationale d'un type particulier, ayant des qualités et des missions très particulières, qui n'est pas de participer à une guerre contre les uns au bénéfice des autres, mais une véritable force d'interposition qui a des qualités spéciales. On voit à chaque occasion que les casques bleus interviennent, comme on dit, des viols, des massacres, des attitudes partiales, partisanes des forces des casques bleus, selon les endroits où ils se trouvent, selon la composition de ces troupes.
avec des états-majors qui sont toujours plus ou moins assurés par des puissances occidentales. Ça n'avait rien à voir avec ce que prévoyait l'ONU, qui voyait une police internationale de professionnels chargés de précisément de mettre en œuvre la politique des Nations Unies. Ça n'a jamais été fait. Et on en parle très peu d'ailleurs, même à chaque occasion. Ce droit international, il a été relativement respecté, très relativement, très relativement, pendant la période de la coexistence pacifique entre les deux grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis, parce que chacun se faisait peur. Vous savez, c'est comme dans les dessins animés, quand deux personnages arrivent au coin d'une rue, ils se font peur tous les deux, et ça aboutit à éviter le choc. Là, chacun avait peur de l'autre, États-Unis, Union soviétique, et donc il y a eu quelques guerres parallèles menées avec l'appui des deux grandes puissances, mais on aurait pu aller tout droit vers la Troisième Guerre mondiale, c'était tout à fait prévisible à l'époque, elle n'a pas eu lieu. Et le droit international a joué son jeu, et les Nations Unies aussi, y compris avec le droit de veto. Le droit de veto n'est pas une chose épouvantable. Le but était d'éviter que l'ONU devienne une arme entre les mains d'un seul des deux camps. Et qu'il ne pouvait y avoir utilisation de cette arme que si les deux camps étaient d'accord sur un tiers problème, Donc ce n'était pas une idiotie, ce n'était pas inadapté, c'était un principe qui permettait de neutraliser l'ONU pour qu'elle ne se surajoute pas à un des deux camps. Cette coexistence relative a permis tout de même, il ne faut pas l'oublier, le mouvement de libération nationale. Je crois que si l'Union soviétique a commis de très lourdes fautes et a commis des meurtres, etc., comme les États-Unis d'ailleurs, elle a néanmoins permis ce processus de libération nationale de toutes les colonies ou presque, parce que précisément l'Union soviétique neutralisait pour une part les métropoles coloniales, notamment la France, mais elle neutralisait aussi les tentatives d'intervention ou les interventions des États-Unis. Et en conséquence, donc, cette phase de relative coexistence, elle a évité la Troisième Guerre mondiale et elle a permis la libération de la quasi-totalité des peuples du monde et l'émergence au niveau de la société internationale de ce qui est aujourd'hui à peu près 195 ou 196, pas loin de 200 États à la surface du globe. Et sur la base de la charte, c'est-à-dire que tous les États étant membres des Nations Unies, tous ces États se rallient au principe de l'égale souveraineté des États, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du maintien de la paix, de la coopération, etc. C'est-à-dire sur des bases progressistes dans la situation actuelle. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, on va voir réapparaître une situation qui ressemble davantage à la période antérieure à la Deuxième Guerre mondiale, avec une seule hyperpuissance, la puissance américaine, avec ses alliés, oui, et un retour à une sorte de politique hégémonique, le monde occidental se croyant tout permis, à nouveau. Et je me souviens je crois que c'était François Mitterrand qui avait annoncé, je crois, solennellement qu'enfin, le droit international allait pouvoir fonctionner à plein, justement pas. Qu'enfin la paix allait régner, qu'enfin la coopération allait se développer. Justement pas. La société internationale, au contraire, allait connaître à nouveau les archaïsmes d'avant-guerre, avec donc un hégémonisme qui ne faisait pas de cadeau à ceux qui contestaient cet hégémonisme. D'autant plus que l'évolution, je pense, je parle sous couvert des économistes, pas tentés, d'autant plus que l'évolution de l'économie mondiale conduisait à des besoins nouveaux. Et les normes du droit international classique ne correspondent plus du tout à ces besoins nouveaux. Plus du tout. L'État lui-même, en tant que conception d'organisation de la communauté humaine, est inadapté à la généralisation du marché. Exactement comme les provinces de l'Ancien Régime étaient inadaptées à l'évolution de l'économie nationale et qu'il fallait passer au stade national, à stade de la nation et à des frontières nationales pour pouvoir mieux fonctionner. De même, nous le verrons en quelques mots, l'Europe est d'abord et avant tout l'Europe des affaires. Et logiquement, elle correspond aux besoins d'une firme qui était gênée par les frontières étatiques, par les distorsions diverses que cela produisait. Et aujourd'hui, les grandes firmes ont largement dépassé le stade de l'Europe. Mais pendant un moment, les années 50, 60, 70, c'était un besoin, je crois. Et effectivement, il y a pression pour faire sauter tous ces verrous juridiques que représentait le droit international
qui est d'ailleurs qualifié par les juristes néolibéraux de droit classique désormais. Le droit classique, c'est archaïque. La Charte des Nations Unies, elle est archaïque. On trouve ça implicitement dans la plupart des manuels des éminents collègues. Quand on dit que je suis un éminent juriste, je suis toujours un peu inquiet parce que ce que je connais des éminents collègues ne me satisfait pas particulièrement. Atypique, j'aurais dû rajouter. Et donc, ce droit international classique allait être remis en cause parce que précisément le pouvoir hégémonique en avait les moyens. Et on a encore partiellement les moyens. Alors on a assisté ces dernières décennies à toute une série, soit d'interprétations de très mauvaise foi des règles classiques, soit de violations ouvertes du droit international. Mais évidemment, jamais un bon juriste comptable ne dit que le droit est violé. Ça fait alors. Vous pouvez feuilleter la plupart des bouquins de droit, jamais on ne viole le droit. On l'interprète, mais jamais on le viole. C'est un mot banni de l'enseignement juridique et du discours juridique. On ne viole pas. Pourtant, par exemple, un principe qui a été violé alors en abondance a été le principe de l'égale souveraineté des États et de la souveraineté tout court. Le comble, c'est de mon collègue Bettati, grand collègue de mon ami Kouchner, et mon ami Bettati, parce qu'il était commissaire à Nice, je l'ai bien connu. Bettati, qui est un des inventeurs de la notion d'ingérence humanitaire, qui est d'ailleurs une très vieille chose, puisque au XIXe siècle, on appelait, certains juristes parlaient d'intervention d'humanité, et c'était des interventions reconnues comme légales, qui visaient à combattre l'Empire ottoman au bénéfice des chrétiens, des minorités chrétiennes ou des intérêts chrétiens pro-européens à l'époque. Ça a été repris par mon ami Bettati, qui habitait Paris, qui a une villa magnifique à signer d'ailleurs. Il doit toujours la voir, je suppose. Mais on a pris quelques distances là vis-à-vis des autres, de notre jeunesse. Et sa première épouse était fille d'un général de l'état-major de l'OTAN. J'imagine qu'il était dans le beau monde. Hein. Après, il a fréquenté Kouchner, mais c'était quand même le beau monde. La violation de la souveraineté, est flagrante avec l'ingérence humanitaire, puisque dans la Charte des Nations Unies, il y a expressément le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Et arriver à inventer une soi-disant coutume qui serait l'ingérence humanitaire, on a le droit finalement de ne pas respecter la Charte lorsque le but est humanitaire, il faut le dire, il faut arriver à le faire. Hein. Ça serait une règle de droit pénal, une règle de droit civil, ça serait difficile à supporter, mais là, on voit que là, tout est possible, puisque l'humanitaire va justifier tout. Un peu comme les droits de l'homme dans l'ordre interne. Je crois que le droit de l'homisme hégémonique depuis 30 ans, 40 ans, a visé à tuer le politique. Aujourd'hui, toutes les analyses politiques sont gommées par l'idée et les droits de l'homme. Je crois que c'est catastrophique de penser que les droits de l'homme servent à tuer le politique. Par exemple, la question palestinienne, ce n'est pas une question de droits de l'homme, c'est une question coloniale. C'est une question de type colonial. Bien sûr que les droits de l'homme sont violés de part et d'autre. C'est dramatique, mais c'est comme ça. De même que c'était le cas en Algérie avec la guerre entre les Français, les Algériens, etc. Mais la vraie question algérienne, comme la vraie question palestinienne, c'est d'abord une question coloniale qui ne peut être réglée que par la coexistence de deux États, l'ex-puissance coloniale et la puissance libérée. Les droits de l'homme, ils se porteront mieux dès que ce sera fait, à l'évidence. Se braquer, mettre la jumelle sur les droits de l'homme là-dessus, c'est gommer le problème. Et c'est effectivement une arme terrible. Aucun parti n'a résisté à ce droit de l'homisme. C'est catastrophique quand on pense à ceux qui ont fondé les droits de l'homme, qui sont battus pour ça, de voir comment c'est instrumentalisé aujourd'hui. Uniquement les droits civils et politiques, parce que les droits économiques et sociaux, qui à mon avis sont les seuls droits universels incontestables, parce que tout le monde a le droit au logement, tout le monde a le droit à la santé, tout le monde a le droit à l'éducation, etc. Personne ne le conteste dans aucune société, aucun régime, aucune civilisation. Alors cela, on les met de côté, on n'en parle pas trop. Quand on parle droits de l'homme, c'est exclusivement les droits civils et politiques qui sont effectivement les armes des Occidentaux, parce que dans ce domaine-là, on est plutôt mieux placé que d'autres. Pour d'autres raisons.
j'ai pu raconter n'importe quoi à mes étudiants. Du point de vue psychothérapeutique, c'est excellent, ça me faisait du bien le matin, après me lever, après me faire engueuler par ma femme, etc., de partir devant un amphi où je pouvais dire tout ce que je voulais, sans qu'il y avait besoin de gens d'imperméable qui m'attendaient à la sortie, c'était satisfaisant. Et j'ai eu l'impression de mouliner quand même dans un relatif vide, j'avais un embrayage à plat, hein, et j'ai pas eu le sentiment de changer quasi quoi que ce soit dans la société française, et même dans la société niçoise. Il faut dire que peut-être on a plus de force de résistance à ce genre d'idée que d'autres régions de France. Alors, cette souveraineté, elle a donc été violée abondamment par des ingérences, avec une nouvelle mouture de cette ingérence humanitaire, parce que l'ingérence humanitaire s'est un peu usée, puisque pour qu'une coutume existe, il faut que la quasi-totalité des États s'y rallient et que personne ne la conteste. Or, l'ingérence humanitaire n'a été défendue que pour l'essentiel que par quelques grandes puissances occidentales, quelques puissances États africaines, pour des raisons variées qu'on pourra expliquer d'ailleurs, mais pas grand-chose d'autre. Donc on est passé à autre chose, avec la responsabilité de protéger. Voilà une nouvelle interprétation. Désormais, lorsque l'État n'est pas capable d'assurer la protection de ses propres citoyens, des États extérieurs peuvent intervenir. C'est la même chose, en fait. C'est tourner la règle de la non-ingérence, mais toujours au nom d'un humanitaire. C'est ainsi que, par exemple, en Côte d'Ivoire, où j'étais dans une commission internationale pour examiner les situations post-électorales après l'élection contestée de Gbagbo, la France, les Nations Unies ont considéré que le président Gbagbo ne protégeait pas ses propres citoyens et qu'il y avait des victimes qui subissaient les contre-coups d'une élection contestée. Et donc, du coup, à ce moment-là, il est possible d'intervenir pour changer l'État. Ça a été le cas aussi en Libye, ça a été le cas au Kosovo, ça a été le cas en Irak, c'est le cas en Syrie, c'est le cas au Yémen. Quand un gouvernement est jugé incapable d'assurer la protection de ses citoyens et le respect des droits de l'homme dans son pays, alors il y aurait une sorte de possibilité de droit d'ingérence qui serait ouverte aux puissances tierces. Autre violation dont Israël est le champion, c'est l'idée de légitime défense préventive. L'article 50, qui en principe n'a pas le droit d'intervenir militairement, puisque la Charte a pour but de retirer aux États la capacité militaire, un État a le droit d'user des armes s'il est attaqué, s'il connaît une agression. Un problème. La notion d'agression, elle a été définie par l'Assemblée générale, mais elle n'a jamais été admise communément par les grandes puissances, et notamment pas par les puissances occidentales. Donc, comment réagir à une agression dont on ne sait pas exactement ce qu'elle signifie? Du coup, on a vu apparaître l'idée qu'il fallait pouvoir intervenir avec la force armée contre des menaces d'agression. C'est-à-dire prendre les devants pour éviter d'être attaqué soi-même. On va attaquer pour éviter d'être attaqué. Alors, du point de vue de la stratégie militaire, peut-être c'est concevable, on peut imaginer les officiers parachutistes dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais le droit international n'avait pas prévu ça. Le droit international prévoit que l'agression, c'était l'Assemblée générale qui l'avait dit en 1974, je crois, il y a agression lorsque il y a un État qui est le premier à attaquer l'autre. C'est tout. Dans le temps. C'est peut-être pas très satisfaisant pour le moment, on n'a pas trouvé beaucoup mieux. Mais maintenant, on a inventé cette idée de légitime défense préventive, admise en Israël, inventée par Israël surtout, et reprise par les États-Unis et par d'autres. C'est-à-dire que devant une menace, comment prouver une menace? On a le droit d'attaquer pour se défendre d'une menace qui n'est pas encore concrétisée, mais qui vraiment semble peser. Vous savez que ça se développe dans l'ordre interne. Ça existait avec l'internement administratif pendant la guerre d'Algérie, lorsque des individus étaient susceptibles de se rallier au FLN, susceptibles de commettre donc des actes contre la souveraineté française en Algérie. Donc on ne les jugeait pas, ils n'étaient pas condamnés, mais ils étaient internés administrativement. Donc on les gardait dans des camps d'internement avant, sans les juger éventuellement. C'est ce qui se passe aussi à Guantanamo. Là, c'est la même chose au niveau collectif. Si un État ressent qu'il est menacé,
il peut attaquer à la source de la menace, c'est-à-dire la puissance, l'État, la force qui prétendument le menace. Mais évidemment, il n'y a aucun élément concret qui permette de savoir ce que c'est qu'une menace. Je suis susceptible de commettre un crime. Si on m'arrête parce que je suis susceptible de commettre un crime, ça commence à devenir difficile pour les libertés. Ça ne fonctionne pas encore bien en France, mais on voit se dessiner ce courant-là. Il y a des gens suspects à partir de leur tête, de leur origine, de leur religion, et en conséquence, on pourrait peut-être prendre des mesures préventives. Et dans l'opinion publique, ça marche très bien. Pourquoi on a libéré ce criminel? Il avait volé un portable, il est devenu criminel parce qu'on l'a libéré un jour, et du coup, on aurait dû le garder en permanence, puisque ayant volé un portable, il est une menace pour l'ordre public et qu'il est susceptible de commettre un crime beaucoup plus grave. Cette légitime défense n'a rien à voir avec le droit international. Il y a la légitime défense telle qu'elle est prévue dans la charte, il n'a rien à voir avec cette conception particulière de la légitime défense. Et puis on voit aussi évoluer l'OTAN, parce qu'il faut parler des organisations, l'OTAN qui prend petit à petit le relais de l'ONU, qui prend la place des Nations Unies. Et quand on parle de la communauté internationale aujourd'hui dans les médias, et même dans les discours gouvernementaux, on parle essentiellement des grandes puissances occidentales et de l'OTAN, et qui n'est plus une organisation régionale, mais qui est une organisation qui devient universelle, qui intervient un peu partout, à sa discrétion, alors qu'elle aurait dû logiquement disparaître, si on se souvient de ses origines. Quand le pacte de Varsovie, c'est-à-dire l'alliance des pays soviétiques et ses alliés, a disparu, l'OTAN perdait sa raison d'être, pas du tout. L'OTAN a une autre raison d'être, c'est prendre la place des Nations Unies progressivement, où les décisions évidemment se prennent beaucoup plus facilement, puisque les États-Unis décident de presque tout, et que les états-majors de l'OTAN sont presque toujours dirigés par des officiers américains, avec pratiquement jamais d'officiers des autres pays. Et comme le Conseil de sécurité est de plus en plus à nouveau paralysé par les vétos de la Russie ou de la Chine, alors on dit, puisque le Conseil de sécurité est bloqué, la paix, le maintien de la paix et de la sécurité collective passe par l'OTAN, et c'est l'OTAN qui doit régler les problèmes. Moi, ce qui me choque, c'est que les partis politiques ne disent rien presque de tout ça, les juristes encore moins, c'est-à-dire que la doctrine des juristes essentiellement universitaires est quasiment silencieuse et se rallie à peu près à tout ce qu'il faut, et accepte de substituer au droit international classique une sorte de vague morale internationale qui est en gros celle du 19e siècle. Les pays civilisés et les autres. Et les pays civilisés, c'est nous bien sûr, les autres ne sont pas. Il y a un professeur que je cite toujours parce que je trouve qu'il n'y a pas plus crétin que cela, le professeur Le Fur, qui était professeur titulaire de la chaire de droit international à Paris, et qui a écrit un Dallos, un précis Dallos sur le droit international en 1931, j'ai la maison, je suis particulièrement pervers parce que je vais acheter des vieux manuels de droit international quand j'en trouve. Et bien, dans cette bouquin de 1931, il distingue trois catégories d'États dans le monde. On est en 1931, c'est quand même pas la préhistoire. Il y avait les États civilisés, les pays européens. Ensuite, il y avait les pays barbares. Alors, il plaçait un certain nombre de pays du Moyen-Orient ou d'autres, comme l'Afghanistan, on ne sait pas pourquoi à l'époque, qui étaient des pays susceptibles d'accéder à la qualité d'État civilisé. Et puis les sauvages, c'était les Africains. Je ne suis pas absolument sûr qu'on n'a pas adopté sous un nouveau vocable les mêmes catégories. La communauté internationale, c'est les États civilisés. Après, il y a les barbares du style Russie ou Chine, et puis les sauvages, c'est le reste. Et les internationalistes donc se rallient à peu près à ça. Les journalistes n'en parlons pas. Je crois que c'est la corporation. Je voulais être journaliste moi quand j'ai passé mon bac. Et je ne suis pas sûr que je serais resté longtemps comme Pierre Lévy dans le même journal. Mais les journalistes me paraissent encore pires que les politiques aujourd'hui, comme auxiliaires incultes et malsains. Et ces journalistes reprennent purement et simplement les arguments qui sont repris sans même s'interroger, sans même avoir des mots qui fassent douter de la légalité des choses. D'ailleurs, ils utilisent indifféremment légitimité et légalité, ce qui montre bien qu'on est passé du droit à la morale. J'avais écrit à une journaliste du Monde qui avait employé ce terme légitimité à la base de l'égalité. Elle m'a dit, mais quelle différence? Elle m'a répondu.
comment le mensonge d'État fonctionne à plein, comme on l'a vu pour l'Irak, avec les armes de dissuasion massive, comment on le voit aussi pour la Syrie aujourd'hui, parce que cet observatoire syrien dont on parle très souvent, qui indique le nombre de victimes et les catégories de victimes, c'est un organisme qui est installé à Londres, avec quelques Syriens immigrés. Vous savez que la diaspora aujourd'hui joue un très grand rôle dans le monde, dans les relations internationales, et qui additionne toutes les victimes, les soldats de l'armée syrienne régulière, les soldats, les militants djihadistes, les populations civiles, et qui fait un total et qui met tout sur le dos du pouvoir d'État de Damas. Je veux bien, mais les 60 millions de morts de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ne sont pas seulement le fait ni de l'armée allemande, ni de l'armée soviétique, ni de l'armée américaine, mais c'est un total sur lequel on pourrait faire de longs débats pour savoir qui a tué le plus et pourquoi, et à quel titre. En gros, la France, vis-à-vis de la Syrie, vous savez que la France est en pointe, la France. Les autorités françaises, les Hollandais, sont à la pointe en matière syrienne au nom de la légitime défense. Ils utilisent l'article 51 pour justifier leur intervention. J'ai un ami parlementaire qui m'a demandé de faire une petite note sur cet article 51 en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'article 51 de la légitime défense? Pour M. Fabius, la France étant menacée depuis les attentats qui ont été lieu à Paris, elle considère qu'elle peut user de la légitime défense pour aller attaquer la Syrie. Dont on ne sait pas exactement d'ailleurs qui fait quoi, la situation est très compliquée. C'était comme en septembre avec Charlie. Et puis avec les États-Unis aussi. Oui, en septembre. Enfin, surtout c'est un peu mieux, mais enfin là, pour Charlie, c'est très très compliqué. Entre parenthèses, j'étais stupéfait des réactions d'un Premier ministre, M. Valls, scandalisé par le bouquin sur Qui est Charlie de Todd. J'ai lu, je suis précipité sur la librairie, évidemment, dès que j'ai entendu un Premier ministre parler d'un collègue de sciences politiques, parce que bon, il faut vraiment qu'il ait écrit quelque chose d'extraordinaire. Il développe certaines thèses, c'est un bouquin qui a un intérêt sérieux. Je crois d'ailleurs que depuis Qui est Charlie, on ne sait toujours pas, parce que le nombre de mesures attentatoires à la liberté d'expression depuis notamment à la télévision, notamment à Canal+, etc., se sont multipliées sans même qu'on fasse référence à Charlie. C'est passé comme ça. Ce qui fait qu'effectivement, on ne sait plus trop qui est Charlie, et on ne le savait déjà pas ce jour-là, le jour de la grande manifestation. Vous savez qu'à Cannes, il y a eu 2000 manifestants sur la Croisette, au nom de la lutte pour la liberté d'expression. Je ne savais pas que les Cannois étaient des militants de la télévision. C'est la première fois que je l'ai vu manifester dans la région. Je me suis un peu inquiété, je me dis, ça y est, le front de gauche va l'emporter rapidement. Cannes. S'ajoute au niveau de ce débat de plus en plus moralisateur et donc de moins en moins juridique, le confusionnisme intégré par le paradigme des religions. Avec la réintroduction dans le débat politique du religieux, je crois qu'on est alors dans une pagaille de plus en plus compliquée. Par exemple, on a vu des campagnes qui se développaient en faveur des chrétiens d'Orient, sauf pour les chrétiens d'Orient de Syrie, qui sont protégés par le régime alawite de Damas. Donc on ne sait plus pourquoi ces chrétiens-là, ils ne sont pas intéressants, alors que les chrétiens d'ailleurs sont beaucoup mieux. C'est introduit le clivage sunnite qui, à 10 ans, avait une réalité secondaire. Bon, aussi, on a des clivages protestants-catholiques dans le centre-midi, il y a un peu de débat et on ne se marie pas facilement. Mais enfin, bon, c'est devenu la clé explicative, sauf des spécialistes comme Georges Corne. Je vous conseille vivement de lire du Georges Corne quand vous voulez savoir ce qui se passe au Moyen-Orient, qui a été ministre libanais et qui écrit des choses très intéressantes. Il sait de quoi il parle. Nous, on ne sait pas, mais on en parle quand même. Je pense que c'est la grande qualité des dirigeants des partis français de parler de ce qu'ils ignorent. Ils sont trop fatigués à serrer les mains tellement ils sont des obsédés électoralistes et que ça finira par leur coûter de plus en plus cher. De surcroît, dans cette confusion totale, il y a un gommage dramatique des clivages entre le monde développé et le monde en voie de développement ou en voie de sous-développement. Ça a quitté la scène, ça a quitté l'avant-scène.
puisqu'il y a maintenant des États de telle religion, des États de telle autre religion. On ne parle plus du sous-développement, on ne parle plus de ses conséquences, comme si ça n'avait aucun rapport avec tout cela. En gros, par exemple, le débat porte bien davantage sur dictature-démocratie que sur développement-sous-développement. Comme si ça n'avait aucune relation. Et je pense que vraiment, on est dans une situation où la seule idéologie dominante, c'est le confucianisme. Il n'y a aucune idéologie formée, disons, constitutive de quelque chose qui aujourd'hui exerce une hégémonie, c'est la pagaille générale dans le cerveau de tout le monde, compris. Et pour arriver à faire des typologies, c'est le début de l'analyse scientifique, la typologie. Aujourd'hui, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une dictature? Et qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Si j'écoute les médias, la démocratie, c'est simplement un pays qui a ses gouvernants désignés par des élections. Donc, vive Adolf Hitler, puisqu'il a été élu régulièrement par des élections, et qu'il a établi un troisième Reich qui est le comble de la démocratie. On dit n'importe quoi. Une dictature, c'est quoi? Alors, j'ai été très intéressé par un dirigeant chinois qui a dit « Je suis très intéressé par les régimes occidentaux, c'est-à-dire par les dictatures démocratiques. » Donc, c'est bien joué. Ça a été relevé une seule fois dans un média. Je trouvais que c'était une belle citation. Les dictatures démocratiques, je crois qu'on en est tous à peu près là. Il y a des démocraties dictatoriales et des dictatures démocratiques. On sait plutôt ce que l'on en est. L'histoire a été aussi gommée de toutes les réalités politiques. Je pense à nos amis kurdes. Qui est-ce qui rappelle que la situation des Kurdes, du peuple kurde, c'est une situation qui a été fabriquée par les Occidentaux. En 1919, au moment du démantèlement de l'Empire ottoman, le monde occidental, les vainqueurs, la France et l'Angleterre en premier lieu, avaient promis la constitution d'un État indépendant, kurde, d'un Kurdistan. Or, très vite, on a oublié cela, et les Kurdes se sont trouvés divisés, fractionnés dans différents États voisins, l'Irak, la Syrie, la Turquie, etc., composant des minorités, alors que, globalement, ils constituent la population d'un État tout à fait viable, si on leur avait reconnu ce qui leur avait promis dans les traités qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale. Tout ça, ça n'existe plus, comme pour la Palestine. Depuis 70 ans, pas de problème. On a le temps. Et on a le temps d'autant plus que l'état d'urgence, par contre, il est manifeste lorsqu'il y a eu, par exemple, des contestations électorales au Côte d'Ivoire. Quand il y a eu une menace du régime de Tripoli sur Benghazi. En quelques semaines, immédiatement, il y a eu des interventions, des ingérences manifestes pour régler le problème, parce que les droits de l'homme étaient menacés. Les Kurdes et les Palestiniens, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas attendus longtemps. Et quand Abbas dit 70 ans, ça suffit, effectivement, je pense qu'il a parfaitement raison, y compris d'ailleurs dans les intérêts des Israéliens. Si j'étais israélien et que j'avais des petits gosses et petits-enfants, je m'inquiéterais pour la suite et j'essaierais de négocier pendant qu'il est temps encore. Le recours à la force est devenu aujourd'hui une banalité. Un mode de règlement des problèmes, un mode banal, à nouveau, comme avant la Deuxième Guerre mondiale. De deux manières, parce qu'il y a une manière discrète et une manière ouverte. La manière ouverte, c'est l'usage de la force armée, comme en Irak, en Libye, en Syrie, au Yémen, etc., en Côte d'Ivoire. Mais il y a, je crois, plus fréquent, c'est le soft power américain qui intervient. Toutes les ex-républiques soviétiques ont connu plus ou moins, et l'Ukraine en dernier lieu, ce genre d'intervention, avec l'argent, avec les citoyens de double nationalité qui ont fait leur carrière dans des pays anglo-saxons, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, avec des formations diverses, etc. C'est le cas aujourd'hui en Amérique du Sud, où beaucoup de pays qui ont connu des processus révolutionnaires se trouvent aujourd'hui à nouveau menacés de processus contre-révolutionnaires par des biais qui ne sont plus ceux du Chili de Pinochet, mais qui sont d'une autre qualité, d'une autre subtilité, avec l'intervention de l'argent, l'intervention d'experts, l'intervention de multiples acteurs venant des pays occidentaux puissants. Le mensonge d'État est incontrôlable puisque les grands médias sont tous entre les mêmes mains. Donc comment faire
si on nous dit à nous tous, les prix ont baissé de 30%, on est en mesure de mesurer, plus ou moins, je dire quand même, moi j'ai le sentiment que les prix ont baissé de 30%. Mais si on nous dit que à Benghazi, le fanatique Kadhafi va massacrer toute la population, qui est en mesure de mesurer le risque réel? Personne. En conséquence, au plan international, on peut raconter n'importe quoi. Et c'est ce qui se fait. On raconte n'importe quoi et on fabrique des clivages à l'intérieur de chaque pays sur la base de ces mensonges professionnels, sans tenir compte d'ailleurs des conséquences de tout ça, parce que ces mensonges débouchent sur des situations d'un extrême chaos. On le voit en Libye aujourd'hui, j'ai des collègues libyens avec qui j'ai des contacts qui durent, dont certains sont morts en prison d'ailleurs, d'anciens étudiants qui sont morts en prison. La situation de la Libye est un désastre total, comme ça se développe en Syrie, comme ça s'est développé en Irak, comme ça s'est développé au Yémen aujourd'hui, sans que finalement il y ait de réaction dans la patrie des droits de l'homme. Parce que s'il y a des sociétés où les droits de l'homme n'ont plus aucune existence, c'est bien tous les pays que je viens de citer. Et pas seulement pour des raisons militaires, pour des raisons politiques, pour des raisons de clans, de tout ce que l'on veut. On crucifie les gens, vous savez, en Libye, on les accroche, ils sont pendus sur les sorties d'autoroute, ça pend au-dessus des voitures qui passent, on crucifie les gens, particulièrement les Noirs. Dans le sud de la Libye, la population est noire, et donc on a considéré que les Noirs étaient tous des mercenaires de Kadhafi. Ils sont encore poursuivis aujourd'hui, alors qu'il y avait la moitié des gens qui venaient de la région sud-africaine, subsaharienne, et venaient travailler en Libye, et donc ils ont été assimilés à des mercenaires, crucifiés sur des croix comme des sauvages, etc. etc. En même temps, on ne s'interroge pas sur les pays où ne règne pas le chaos, parce qu'il y a eu des interventions très radicales qui ont éliminé les contestations populaires. Je pense à Bahreïn, par exemple. On a applaudi à certaines révolutions, entre guillemets, arabes. Il faudra que l'histoire fasse le tri entre justement le soft power de certains et puis les révolutions populaires. Parce qu'une révolution populaire, c'est aussi difficile à déterminer. Pourquoi ? Parce que subitement, un peuple se met en mouvement. Il y a des raisons objectives de mécontentement, d'insatisfaction dans toutes les sociétés, particulièrement dans ces sociétés-là, mais on peut imaginer aussi qu'il y a eu des feux verts donnés à certaines forces, par exemple à l'armée égyptienne qui est nourrie par les Américains, qui reçoit 1,5 milliard de dollars chaque année pour son entretien, qui a la puissance économique dans le pays, et si cette armée, on lui dit vous laissez faire. Je pense alors que la situation est radicalement changée dans le pays. Seulement ça a donné aussi des résultats assez curieux avec la victoire des frères musulmans qui avaient de vieilles relations amicales avec les États-Unis depuis bien longtemps, contre le nationalisme arabe, contre le progressisme arabe. On est dans des situations de plus en plus complexes. Et je crois que les journalistes ont ce vice fondamental, et les partis politiques tendent à reprendre ces vices, c'est le simplisme. Quand je faisais des cours à mes étudiants, je leur disais, écoutez, ce qu'il faut, c'est vraiment faire l'éloge de la complexité. Les contradictions sont multiples dans n'importe quel problème. Ne soyez pas des enfants de cœur, acceptant de distinguer le bien et le mal, de distinguer les gentils et les méchants. Les choses sont extrêmement compliquées, et de plus en plus en ce moment, et avec une difficulté à voir précisément ce qui est fondamental, puisqu'il y a ces mensonges médiatiques permanents. Surtout sur la politique internationale. Quand les médias parlent de politique internationale, ce qui n'est pas le cas des télés ni des radios. Quelques journaux écrits, mais les télés, on dirait que ça n'existe pas. Et les élections présidentielles, les élections législatives, pratiquement, qui quand même concernent aussi la politique étrangère théoriquement, font silence pratiquement sur les politiques internationales. Amusez-vous, quand il y aura des prochaines élections générales, à interroger les candidats sur qu'est-ce que vous pensez de la situation internationale, pour savoir ce qu'ils pensent, puisqu'ils vont théoriquement avoir des choses à dire. Encore qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à dire en France, puisque vous savez que c'est l'exécutif qui décide pratiquement de tout, et le Parlement simplement intervient a posteriori, souvent simplement pour bavarder.
2 mots peut-être sur l'ONU et 2 mots sur l'Union européenne, et puis après j'essaierai de dire quelles sont alors les perspectives pour conclure. L'ONU. Alors il faut bien dissocier, à mon avis, la charte et les organes et le fonctionnement des Nations Unies. C'est 2 choses vraiment, 2 mondes. La charte me paraît être un document toujours valide pour le progrès, pour la paix, etc. Autre chose est le mode de fonctionnement des Nations Unies, mais ça c'est pas de la faute de l'ONU, c'est de la faute des grands États qui décident pour tout, et des petits aussi. Parce que l'Assemblée Générale, ce sont les petits États qui sont largement majoritaires. Et si les petits États avaient le courage de s'affronter aux grands, ils auraient les capacités de changer. Donc, bien distinguer ces 2 aspects, la charte, ne pas jeter la charte avec l'eau sale du fonctionnement du Conseil de sécurité, ou de l'Assemblée Générale, ou des couloirs des Nations Unies, qui d'ailleurs n'a pas d'argent. Vous savez, je vais souvent à Genève aux Nations Unies, mon ONG, et il y a 3 ascenseurs dans le hall d'entrée, si je me trompe bien. Et un jour, il y avait 2 ascenseurs en panne, il n'y en avait qu'un qui fonctionnait. Et j'ai pris l'ascenseur comme tout le monde, le seul qui fonctionnait. Il y avait 2 ou 3 fonctionnaires des Nations Unies qui étaient là et qui, en ironisant, disaient « sans doute c'est pour faire des économies ». On a coupé les 2 autres. Et c'est à peu près le climat, aux Nations Unies, il n'y a pas d'argent. Et les États-Unis ont cette capacité particulière de payer toujours leurs cotisations tardivement pour peser et menacer l'ONU de non-fonctionnement complet. Comme ils l'ont fait à l'UNESCO lorsque l'UNESCO avait voté le nouvel ordre de l'information, qui n'avait pas pris aux États-Unis, qui s'était retiré, qui ne payait plus sa cotisation, du coup l'UNESCO n'avait plus beaucoup de moyens. Le Conseil des droits de l'homme, c'est une belle chose. Mais alors j'ai assisté au Conseil des droits de l'homme à la session la journée sur la Libye, sur le chaos qui règne là-bas et la violation massive et systématique des droits de l'homme. Alors on a entendu le rapporteur spécial sur la Libye, qui siège à Tunis, parce qu'elle ne peut pas aller en Libye. Donc sur la base de témoignages reçus à l'extérieur du pays, par ceux qui peuvent y aller, ceux qui peuvent sortir ou ceux qui sont d'exil, qui est déjà du point de vue de l'enquête et de l'investigation limitée. Ensuite, tous les États ont défilé pour dire que c'est une situation épouvantable, il faut que ça s'arrête, puis ça s'est terminé comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il y a l'unanimité, tous les États du monde disaient qu'il fallait que ça s'arrête. Personne n'a proposé quoi que ce soit. Si ce n'est la Chine qui a donné quelques éléments, mais pratiquement rien. Et la Chine, pour la Chine, le Libye c'est très loin, c'est pas dans sa zone d'intérêt vital. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors il y a plein de documents qui circulent, y compris les miens, on distribue nos documents, les ONG. Les ONG ont 2 minutes pour intervenir chacune. Les États, 3 minutes. Donc ils disent que ça ne va pas. On dit que ça ne va pas. En gros, on verra. Les amis, ça ne va pas. En gros, et puis suivant, ça ne va pas. Et c'est comme ça. De temps en temps, il y a une commission d'enquête qui est nommée, comme la commission Goldstone pour Israël, qui avait fait un rapport assez intéressant en étant vraiment sur place. Ce rapport Goldstone a fini par être enterré et enlisé. Et le président lui-même, Goldstone, qui était juif précisément, qui avait eu le courage de présider cette commission, a retiré un certain nombre d'éléments qu'il avait intégrés dans son rapport sous la pression variée. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est la faute de l'ONU? C'était pas mal de créer un conseil des droits de l'homme, à condition de lui donner les moyens, par exemple, de mettre en place vraiment des forces d'interposition. En Palestine, on pourrait imaginer que depuis longtemps, on aurait pu imaginer des forces d'interposition sur les lignes de séparation des 2 communautés, pour éviter précisément les affrontements, mais pas du tout. Il faudrait passer par-dessus la tête des États-Unis, etc. L'Union européenne. Moi, je crois que l'Union européenne fonctionne très bien, dans la logique de sa fondation. Pour moi, c'était l'Europe des affaires. L'Europe des affaires avait besoin d'Europe, elle a fabriqué son Europe, comme il convient. La Commission européenne, elle fonctionne très bien. Les lobbyistes travaillent. Il n'y a pas beaucoup de bureaucratie, selon moi, à l'Union européenne. Parce que précisément, les cadres des lobbies travaillent avec les fonctionnaires. Très compétents, hein, les cadres de ces lobbies, pour savoir quelle est la meilleure politique pour le pneu d'Europe, le laboratoire pharmaceutique en Europe. Ils sont très bien. Et si les commissaires reprennent ça, tout va bien dans le monde des affaires. Je crois qu'il y a de tels enjeux, étant donné, bon, semble-t-il, la concentration économique,
de tels enjeux pour les grandes firmes qui sont de plus en plus grands qu'elles ne peuvent pas se permettre de faire joujou avec la démocratie. La démocratie, pour eux, c'est un souvenir historique. Enfin, c'est du gaspillage de temps, d'argent, du bavardage. Un mauvais souvenir. Oui, bon, ils respectent, hein, ils aiment bien, mais enfin, ça ne les concerne pas. Je crois que demain, les communes vont s'occuper des œuvres sociales de leurs habitants, tout seuls. Ils se font gueuler à la place de tout le monde, puisqu'ils n'auront pas beaucoup de moyens. Et les choses sérieuses, ça se passera à un autre niveau, notamment au niveau de la région, parce que je crois que l'Europe, effectivement, travaille à la région comme entité de base du système. Ça me paraît être une bonne échelle pour les grandes firmes. Et je crois que cette échelle est infiniment plus souple pour les grandes firmes que l'État, quel que soit l'État. L'État est quand même une barrière avec qui il faut négocier. Une région, on pourra toujours s'arranger, surtout la nôtre, ici. Simplement, on a vu, c'est très intéressant, les entreprises niçoises cèdent petit à petit la place à des grandes entreprises régionales, qui vont céder la place à des grandes entreprises européennes ou multinationales, au-delà de l'Europe, avec des élus qui passent les mêmes contrats que lorsqu'ils est passé seulement avec certains niçois. Autrefois, dans la bonne époque, quand j'étais jeune militant, les grandes entreprises niçoises déjeunaient ensemble dans les restaurants des collines niçoises pour se partager les marchés. Jamais de compétition ni de concurrence, et avec les élus ça allait très bien aussi. Hein. Le père médecin, fils particulièrement, crapule patenté, avait son pourcentage, et tout allait bien dans le meilleur des mondes des affaires. Après c'est passé à des boîtes locales ont commencé à faiblir, les collectifs regardaient à manger pour les travaux publics. Maintenant c'est des boîtes de dimension régionale, et puis après-demain ça sera des boîtes de dimension nationale, internationale, etc. Au niveau de la région, je pense qu'il y a un problème. L'accord avec le TAF, c'est parfaitement logique. Et je m'interroge même, les économistes devraient essayer de me répondre à ça. Est-ce qu'il y a une crise? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une crise. Il y a une évolution du système économique dominant, parfaitement logique, me semble-t-il, simplement qu'il laisse plus de place aux autres. La concentration semble être la clé fondamentale de tout le processus, avec tout ce que ça exige pour les autres. Si ce n'est que le droit européen, alors 2 mots là-dessus, a cette spécificité que c'est un laboratoire qui liquide la conception classique du droit européen, qui était la loi de l'État, pour passer à la jurisprudence, à des solutions, des normes juridictionnelles élaborées par des tribunaux à l'américaine, au cas par cas, au coup par coup, d'où d'ailleurs l'arbitrage qui prévoit le TAFTA, c'est-à-dire le meilleur système pour... Il ne s'agit pas de dire qui a tort, qui a raison, de punir le méchant et de récompenser le gentil dans les affaires, de trouver des équilibres qui permettent de continuer les affaires. Et l'arbitrage est idéal, mais la juridiction c'est déjà pas mal. La loi, c'est merdant. Même chose pour la réforme du code du travail qui se prépare. Hein. Entre parenthèses, ça m'a fait de la peine parce que j'ai envoyé un papier au droit ouvrier, dont je suis membre du comité de rédaction de la CGT, qui ne m'a pas accepté mon article. C'est pas pourquoi. Il y a encore d'explications. Je vais essayer d'en demander. Mais je n'ai pas compris parce que je vais dire la même chose. La loi va céder la place au contrat. La loi de l'État cède la place aux négociations débouchant sur des conventions à des échelons le plus bas possible, parce que le plus bas possible est un rapport de force auprès des favorables. Oui. 70% des entreprises n'ont pas de force syndicale. Il y a quelques grandes entreprises qui ont des forces syndicales, les autres n'ont pas grand-chose. En conséquence, c'est tout profit pour le MEDEF et pour les employeurs. Donc, ce n'est pas du tout une situation de crise, c'est un ajustement du droit aux besoins des dominants. Je terminerai, j'ai quelques éléments à dire, mais je vais les faire sauter pour passer directement, parce que je voudrais qu'on discute peut-être un petit peu tout à l'heure sur les images que l'on a des différents problèmes de droit international, par exemple sur la Cour pénale internationale, sur les droits de l'homme, sur des choses de ce style. Je dois dire une chose qui, moi, me paraît grave. Pour le moment, je suis convaincu de ce que je dis et jusqu'à plus ample réflexion.
finalement, ce qui est la source de la plupart des problèmes internationaux par rapport au droit, c'est cet unilatéralisme qui impose des puissances dominantes à tout le monde. Il n'y a pas de contre-feu, il n'y a pas de contre-poids ou très peu. Je crois que l'avenir de la paix, l'avenir du développement et l'avenir du droit, c'est la création, l'apparition, le développement de pôles de résistance, une multipolarité qui remplacerait l'unipolarité actuelle. Des pôles de résistance, comme on le dit, on le répète en première année pour les étudiants de faculté de droit et de sciences politiques, la séparation des pouvoirs, c'est le pouvoir arrête le pouvoir, donc il ne faut pas que la justice soit entre les mains de l'exécutif, il ne faut pas que le législatif soit entre les mains, etc., etc. Même chose à l'échelle internationale pour moi. Il faut qu'il y ait des pôles de résistance qui se neutralisent, un peu comme il y avait deux pôles soviétiques et américains pendant un moment, qui est un pôle chinois, un pôle africain, un pôle sud-américain, etc., un pôle européen, pourquoi pas. Avec donc des problèmes effectivement qui se posent pour la souveraineté des États membres de ces pôles. Comment constituer un pôle de résistance efficace qui résiste aux autres pôles, mais qui conserve sa capacité de souveraineté. C'est un problème difficile. C'est une question moi, qui me paraît importante. Comment le Vietnam peut devenir, appartenir au pôle asiatique, alors que le Vietnam et la Chine, on le sait depuis longtemps, ne sont pas des copains. Deuxième réflexion, il me semble que pour la constitution de ces pôles, qui me paraissent fondamentaux pour la démocratie internationale, c'est qu'il ne faut pas jouer au jeu du droit de l'homisme. Moi, j'ai rien qui me rattache aux autorités de Damas, par exemple. Néanmoins, je pense que la résistance qu'offre Damas, qu'offre Alger, qu'offre Moscou, qu'offre Pékin, au pôle dominant de la planète d'aujourd'hui, c'est un rôle progressiste. Reste au peuple chinois, au peuple russe, au peuple syrien, etc., de décider si demain ou après-demain il faut changer de système. Mais dans l'état des choses actuelles, dans la situation actuelle, qui n'est pas la meilleure qu'on puisse imaginer, il me semble qu'il faut passer par-dessus la tête de ce droit d'homisme et admettre que la résistance aux puissances dominantes d'aujourd'hui, publiques et privées, les firmes transnationales et leurs auxiliaires étatiques occidentaux, il faut des pôles qui englobent des États qui ne soient pas d'accord. Je crois que le rôle de la Russie actuellement est un rôle positif, que le rôle de la Chine est un rôle positif, quels que soient les problèmes internes et les difficultés que peuvent avoir les peuples concernés. Ça les regarde, par ailleurs. Comme moi, je ne veux pas que les Chinois, les Russes ou les Américains se mêlent de mes affaires, hélas. Ils se mêlent depuis longtemps, mais je souhaiterais, moi, pouvoir décider moi-même. Alors peut-être que le jeu souveraineté, appartenance à un pôle, serait précisément la capacité de chaque peuple de décider à quel pôle il se rattache. Comment? Ce n'est par la lutte populaire, précisément. Est-ce qu'on veut se rattacher à tel pôle, pôle américain, ou à un autre pôle? C'est vrai que l'Afrique du Sud toute seule, le Burkina Faso tout seul, ne peuvent pas peser dans la balance. Mais en même temps, est-ce qu'un pôle africain qui serait constitué respecterait le peuple burkinabé, respecterait les Togolais ou respecterait les Ivoiriens? Ça fait partie des contradictions, me semble-t-il, à résoudre, y compris en matière de développement. Moi, ce que je constate, c'est que dans les partis politiques, la question des droits de l'homme l'emporte sur tout. Les vilains, ce sont ceux qui ne sont pas des démocraties à l'occidental. Et on sacrifie tout à cet aspect-là, des choses, ou presque. Et je crois que c'est... On retarde, on fait des cadeaux aux pôles dominants, c'est-à-dire aux pouvoirs publics et privés occidentaux. Et j'avoue que je les supporte tellement mal que je préfère, moi, me rallier à des pôles qui sont en voie de développement et qui rivalisent, qui commencent à rivaliser avec ce pôle dominant. Il faut lutter contre l'empire, quel qu'il soit. Si demain c'est le pôle chinois qui domine la planète, je serai anti-chinois. Si c'est les Russes qui dominent, je serai anti-russe. Pour le moment, on n'est pas là. Et je ne crois pas que je verrai ça. Donc, pour le moment, contre l'empire, il n'y en a qu'un. L'empire public et privé et occidental.
Je pense qu'il faut accepter cette idée que les autres pôles jouent un rôle progressiste et qu'il ne faut pas passer notre temps à leur reprocher de ne pas être comme nous. Et encore que nous allons finir par leur ressembler, étant donné l'évolution des libertés et des droits dans notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis bien sûr, je termine par là. Pour que l'international devienne un champ de la démocratie, il faut que les décisions internationales soient des décisions démocratisées. Quand on sait aujourd'hui que dans chaque État du monde, ou presque, y compris le nôtre, ce sont quelques individus qui décident pour tout le monde, même pas le Parlement. C'est le contraire même de la possibilité de décider démocratiquement de notre politique internationale. Et pourtant, ça coûte cher et ça coûte des envies. C'est une des questions les plus stratégiques qui soit une décision internationale. Intervenir au Mali, intervenir en Côte d'Ivoire, intervenir en Syrie, ça coûte cher sous tous les angles. On prend le problème. Ça me paraît être élémentaire que la démocratisation des décisions se fasse particulièrement pour le champ international. Alors, les mécanismes sont faciles à inventer, ce n'est pas les juristes qui vont inventer ces mécanismes-là. Ne serait-ce que le Parlement, mais au-delà du Parlement, la quantité de techniques qu'on peut imaginer. Vivement la 6e République, pour ma part. Celle-là, elle nous emmerde depuis assez longtemps. Et elle a participé à détruire beaucoup d'éléments démocratiques, je crois. Mais cette démocratisation me paraît aussi une lutte politique que les partis doivent entamer. Exiger que la démocratie fonctionne pour les décisions de politique étrangère. Que la politique étrangère prenne toute sa place dans la démocratie en général, dans les problèmes de la démocratie. Que ce ne soit pas une sorte de petit domaine réservé à Hollande ou à son ministre. Quand on voit ce qu'ils font, visiblement, on a le sentiment qu'il faut vraiment changer les choses. Mais c'est vrai dans n'importe quelle société, dans n'importe quel pays, ça devrait relever de la société tout entière et non pas de quelques élus. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien entendu, je ne peux avoir dit que quelques bêtises. Je ne suis pas sur les tapis verts des conseils des ministres, de l'OTAN ou du bureau de Poutine. L'analyse des problèmes internationaux est extrêmement difficile puisque les sources d'information sont soit très tardives, soit très partielles. Simplement, on peut avoir une sorte de croquis, d'esquisse des problèmes qui se posent, des contradictions qui sont en voie de développement, de celles qui sont en train de mourir et qui laissent place à d'autres. J'essaie donc de faire ces panoramas pour sensibiliser les plus proches de moi. Pour le moment, j'y suis pas parvenu souvent. Je vous remercie.